Et si une nouvelle guerre venait de commencer sous nos yeux, mais personne n'ose encore l'appeler par son nom? Voilà la question qui secoue Washington, Caracas et, soyons honnêtes, une bonne partie du monde. Parce que oui, les États-Unis ont officiellement lancé l'opération Southern Spear, ou Lance du Sud, et même si la Maison-Blanche insiste que tout cela n'est qu'une mission contre le narcotrafic, eh bien, personne n'est vraiment dupe. On a déjà vu ce film, on connaît la bande-annonce. Quand Washington dit « on lutte contre la drogue », cela veut souvent dire on met la pression sur un régime qui ne nous plaît pas vraiment. Et aujourd'hui, ce régime, c'est celui de Nicolás Maduro. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on assiste à quelque chose de massif. Le commandement sud des États-Unis dirige toute l'opération avec des systèmes robotisés déjà déployés dans la zone, des drones, des appareils de surveillance et surtout un mastodonte flottant, le porte-avions Gerald Ford. Quand un pays envoie son plus gros jouet technologique devant votre côte, ce n'est pas pour faire du tourisme. Disons les choses comme elles sont, c'est un message, un grand, un clair, un très musclé message. Et Washington affirme qu'il n'y aura pas d'opération terrestre, mais ajoute immédiatement qu'il se réserve le droit de frapper des cibles au sol si nécessaire. En résumé, nous n'intervenons pas, sauf si on décide que si, en fait, on intervient. Très américain comme formule. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Pour comprendre, il faut remonter aux pseudo-élections de 2024 au Venezuela. Maduro s'est autoproclamé vainqueur malgré des accusations massives de fraude. La même histoire que d'habitude, diront certains, et il n'aurait pas complètement tort. Depuis des années, les relations entre Washington et Caracas sont au bord de l'explosion. Les États-Unis accusent Maduro d'être impliqué dans ce qu'ils appellent le cartel du soleil, un réseau criminel lié au trafic de cocaïne et même de fentanyl. Et ça, aux États-Unis, c'est un mot qui fait immédiatement monter la température politique de 10 degrés. Le fentanyl tue des dizaines de milliers d'Américains par an et l'administration Trump, comme les précédentes d'ailleurs, utilise ce fléau pour justifier des actions préventives au-delà de ses frontières. Il y a déjà plusieurs mois, dès le mois d'août, Washington avait discrètement commencé à renforcer sa présence militaire dans les Caraïbes, officiellement, toujours pour cette fameuse lutte contre les narcotrafiquants. Officieusement, chacun voyait bien que l'objectif se rapprochait dangereusement du Venezuela. Et ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran. Les avions américains ont déjà frappé plus de 20 navires soupçonnés de transporter de la drogue. Certains de ces raids ont fait des morts et du moisi, ce qui montre bien que l'opération est déjà entrée dans une phase active, dit Lambatis, et pas seulement préventive. Et entre nous, quand on commence à couler des bateaux, ce n'est plus juste une mission de police maritime, c'est une opération militaire, point final. Et évidemment, Maduro ne pouvait pas rester silencieux, sa réaction a été aussi spectaculaire que prévisible. Mobilisation générale, discours enflammés, promesses de résistance, allusion à une future guerre de guérilla si jamais les Américains décidaient d'aller trop loin. On a même vu des rassemblements de jeunes organisés pour montrer la force du peuple. C'est toujours la même formule, beaucoup de drapeaux, beaucoup d'émotions, beaucoup de mots. Et disons-le franchement, Maduro adore ces moments où il joue au chef assiégé, défendant héroïquement la patrie contre l'impérialisme. Mais derrière cette mise en scène, il y a une autre rumeur qui circule, et celle-là, elle est beaucoup plus intéressante. Selon plusieurs sources diplomatiques, Maduro envisagerait sérieusement de quitter le pouvoir en échange de garanties de sécurité et d'un exil confortable. Et ça, avouons-le, c'est un peu difficile à concilier avec ces grands discours martiaux. C'est comme si quelqu'un criait « Je me battrai jusqu'au dernier souffle » tout en vérifiant les horaires des vols pour Dubaï. Pendant ce temps, les alliés traditionnels du Venezuela, la Russie et la Chine se montrent, prudents. Pékin critique les attaques américaines et rappelle qu'il entretient des relations normales avec Caracas. Mais normal ne veut pas dire militaire. Personne n'imagine la Chine envoyer ses navires pour protéger Maduro. La Russie, elle, affirme soutenir le Venezuela. Mais comment? Avec quoi? Elle a déjà du mal à gérer sa propre guerre, alors forcément, au-delà de quelques déclarations indignées, il n'y a pas grand-chose de concret et Maduro, lui, le sait parfaitement. Et au milieu de tout cela, Washington avance avec une logique froide, presque mécanique.
La Maison-Blanche explique que tout ce qui se passe n'a qu'un seul objectif, protéger le territoire américain des narcoterroristes, un mot qui, lui aussi, sonne comme un bouton rouge. Dès qu'il est prononcé, plus personne ne pose de questions. Le principe est simple, si des drogues mortelles arrivent depuis un pays étranger, alors ce pays devient une menace directe pour la sécurité nationale. Et dans ce cas-là, selon Washington, toute action est légitime, y compris frapper des cibles à des milliers de kilomètres. C'est une manière très américaine de dire « on n'a pas besoin d'attendre que le feu arrive chez nous pour l'éteindre ». On peut en sourire, mais c'est exactement ce qui permet aujourd'hui à l'administration américaine d'agir sans passer par un débat long et douloureux au Congrès. Et soyons francs, après les souvenirs encore brûlants de l'Irak ou de la Libye, personne à Washington n'a envie d'un vote officiel sur une nouvelle intervention, ni les républicains, ni les démocrates. D'ailleurs, il paraît que le président Trump a déjà reçu plusieurs options militaires ciblées sur le territoire vénézuélien. Et même s'il avance prudemment, sans doute parce qu'il sait combien une aventure militaire peut devenir impopulaire, il ne ferme pas la porte à des frappes plus précises. Une sorte de « nous n'allons pas envahir, mais si on voit quelque chose qui nous déplaît, on peut très bien appuyer sur le bouton ». C'est un équilibre étrange, presque schizophrénique, ne pas vouloir la guerre, mais se préparer à la gagner si elle éclate. Et dans tout ça, le public américain n'est pas vraiment enthousiaste. Les sondages montrent clairement que la majorité des Américains ne veut pas d'une guerre au Venezuela. Entre les crises internes, l'économie, l'immigration, l'opinion publique ne semble pas prête pour une expédition longue et coûteuse en Amérique du Sud. De l'autre côté, Maduro semble vouloir jouer une carte dangereuse, celle de la résistance héroïque. Il parle de souveraineté, de dignité nationale, de lutte contre l'ingérence. Il accuse les États-Unis de créer un faux narratif pour justifier une agression. Tout cela, on l'a déjà entendu 1000 fois, mais là encore, ce qui se passe en coulisses est bien plus révélateur que les discours officiels. Parce que pendant qu'il parle d'héroïsme, des informations circulent selon lesquelles il cherche discrètement une porte de sortie. Imaginez la scène. En public, il promet une guerre de guérilla, mais en privé, il demande si un exil doré serait possible. Et les marchés financiers ne s'y trompent pas. Ils anticipent même une éventuelle démission avant le 1er décembre. Ce contraste entre la rhétorique guerrière et la nervosité diplomatique est fascinant et très révélateur. Ce silence embarrassé de ses alliés en dit encore plus. La Chine, par exemple, a tout intérêt à garder de bonnes relations avec un Venezuela riche en pétrole. Elle achète presque 90% des exportations de brut vénézuélien, investit dans les infrastructures, accorde des crédits, mais elle n'a aucun intérêt à se retrouver impliquée dans une confrontation avec les États-Unis dans les Caraïbes. Pékin condamne donc poliment les frappes américaines, mais ne va pas plus loin. Pas de navires, pas d'avions, pas de menaces réelles. La Russie, elle, déclare un soutien inconditionnel, mais ce mot perd un peu de son sens quand on sait que Moscou est déjà dépassé par d'autres priorités militaires. À part quelques instructeurs, quelques équipements dispersés, rien de sérieux ne peut être envoyé. Et Maduro doit commencer à s'en rendre compte. Ces deux grands protecteurs ne sont pas prêts à aller se frotter aux États-Unis pour lui. Pour les États-Unis, cette absence de réaction concrète de la Russie et de la Chine est un feu vert implicite. C'est comme si Washington disait « Très bien, tant que vous ne vous en mêlez pas, nous continuons ce que nous avons commencé ». Et en réalité, c'est exactement ce qui se passe. L'administration américaine voit dans l'opération Southern Spear une opportunité, d'un côté affaiblir un régime hostile, de l'autre envoyer un message global. Un message qui dit « Même si le monde est en chaos, même si nous avons 1000 problèmes à gérer, nous sommes toujours capables d'agir loin de chez nous ». On peut trouver cela cynique, provocateur ou prétentieux, mais il faut reconnaître une chose. Les États-Unis veulent montrer que leur statut de puissance globale ne s'effrite pas. Et ils le font à leur manière, par la force, par la présence militaire, par une stratégie de pression maximale. Et c'est là que tout devient particulièrement intéressant, surtout pour des pays comme l'Ukraine, parce que ce que fait Washington aujourd'hui dans les Caraïbes, ce n'est pas qu'une opération contre la drogue, c'est une démonstration. Une manière de dire que même au milieu d'une surcharge internationale, même en gérant plusieurs crises simultanément, les États-Unis restent présents partout où ils estiment qu'une menace existe. Cela ne veut
veut pas dire que leur attention médiatique ne va pas se déplacer, bien sûr que si. L'opération au Venezuela va attirer la presse américaine, détourner le débat interne, mais sur le plan stratégique, cela montre quelque chose d'important. Washington n'est pas en train de se retirer du monde, et ça pour beaucoup de pays alliés, c'est un signal fort. Et pendant que Washington avance pièce par pièce comme dans une partie d'échecs où chaque mouvement a été pensé des semaines à l'avance, le Venezuela, lui, s'enfonce dans une zone grise où tout est possible, car soyons honnêtes, si Maduro réfléchit réellement à partir en exil, et les signaux qui circulent dans les milieux diplomatiques sont loin d'être anodins, alors l'opération américaine pourrait n'être qu'un levier psychologique, un moyen de lui faire comprendre que le temps du marchandage est terminé, que la pression ne redescendra pas, que l'armée vénézuélienne pourrait même se fissurer si elle sent que le navire coule, et parfois il suffit d'un geste, d'une déclaration, d'un indice de faiblesse pour déclencher un effet domino. Certains analystes américains disent ouvertement que la stratégie actuelle n'a pas besoin d'un débarquement au sol. Il suffit que le cercle du pouvoir à Caracas se persuade que le commandante ne peut plus les protéger. Le reste suivra naturellement. Mais le problème, c'est que les conflits ne suivent jamais un script parfait, et même si l'idée d'une chute rapide de Maduro peut paraître logique sur le papier, la réalité est autrement plus complexe. Le Venezuela, c'est un pays où l'armée, les forces spéciales, certaines milices et même des groupes criminels sont imbriqués les uns dans les autres, une mosaïque de loyauté, de zones d'influence et d'équilibres instables. On peut renverser une tête, oui, mais renverser un système, c'est souvent beaucoup plus long, plus chaotique et cela laisse parfois des cicatrices profondes. Ce qui veut dire que même si Maduro partait demain, rien ne garantit que la situation deviendrait soudain stable ou prévisible et cela, les États-Unis le savent très bien. Il y a aussi un aspect dont on ne parle pas assez, le narcotrafic lui-même. Les frappes américaines ont coulé des bateaux, détruit des cargaisons, éliminé certains intermédiaires. Mais le narcotrafic est comme une hydre. Chaque tête coupée repousse ailleurs. Les routes changent, les intermédiaires changent, les ports changent. Ce n'est pas pour rien que malgré 40 ans de guerre contre la drogue, l'offre n'a pas disparu. Alors frapper des cibles en mer peut produire un effet politique spectaculaire, et politiquement, c'est souvent ce que l'on cherche. Mais sur le plan structurel, le trafic s'adapte toujours. Et c'est là que le discours américain devient un peu paradoxal. On se présente comme le gendarme de la région, mais on sait parfaitement que le problème ne se résout pas avec des missiles. Cela donne l'impression d'une opération qui sert autant à envoyer un message global qu'à réellement modifier le trafic. Dans ce théâtre complexe, il y a aussi la dimension symbolique. Voir un porte-avions américain dans les eaux caribéennes, c'est quelque chose, ça rappelle des épisodes historiques, ça réveille des peurs dans la région, ça renforce les nationalistes, ça inquiète les investisseurs, ça excite les médias, et Maduro joue à fond cette carte-là. Chaque photo du Gerald Ford diffusée sur les réseaux pro-gouvernementaux est accompagnée de slogans nationalistes, de comparaisons héroïques, de promesses de résistance. En public, il montre les muscles, en privé, peut-être moins. C'est souvent comme ça avec les dirigeants autoritaires, beaucoup de bruit devant les caméras, et le soir, on appelle un diplomate pour demander ce qui pourrait adoucir la situation. Pendant ce temps, dans les rues de Caracas, les gens ne parlent pas de géopolitique. Ils parlent de pénurie, de prix qui augmentent, de salaires qui ne suivent plus, de coupures, d'électricité. La crise économique du pays ne date pas d'hier et s'est aggravée avec les sanctions. Selon certaines estimations, plus de 100 milliards de dollars ont disparu entre sanctions, mauvaise gestion, corruption et effondrement pétrolier, une somme astronomique. Alors, une nouvelle confrontation avec les États-Unis, même sans invasion, risque de fragiliser encore plus la société. Cela crée un climat d'incertitude où chaque rumeur, la démission de Maduro, son exil possible, un futur gouvernement militaire, un accord secret circule comme une traînée de poudre. Le Venezuela est en suspens et tout le monde sent que quelque chose va basculer. La question, c'est quand et comment. Et pourtant, au moment où tout cela se joue, le monde ne tourne
tourne pas autour du Venezuela. Et c'est là que le timing devient presque ironique. Les États-Unis sont déjà engagés sur de multiples fronts diplomatiques et militaires. L'Europe est en crise énergétique et politique. L'Asie vit sous tension permanente entre Chine et États-Unis. L'Afrique fait face à une montée des coups d'État et des conflits internes. On vit dans une époque où les plaques tectoniques de la géopolitique bougent en permanence. Alors voir Washington ouvrir un nouveau front paraîtrait insensé, si ce n'était pas justement une manière de montrer que les États-Unis ne renoncent pas à leur rôle global, même dans la tempête. Une façon de dire « nous sommes toujours là, partout ». Et cette volonté d'être partout en même temps, qu'on l'approuve ou non, a un effet direct sur la perception internationale. Certains alliés y voient un signe de force, d'autres un signe d'arrogance. Mais quoi qu'on pense, un fait demeure, même quand les États-Unis ont l'air distraits, débordés, épuisés, ils trouvent toujours des ressources pour se projeter. Et cela en dit long sur la direction que prend le monde. Parce que si Washington agit ainsi en Amérique du Sud, imaginez ce que cela implique pour les autres régions où des conflits ouverts existent déjà. L'opération Southern Spear ne concerne pas que Maduro, elle s'inscrit dans une vision beaucoup plus large de la puissance américaine aujourd'hui. Et c'est justement en regardant cette vision d'ensemble qu'on comprend pourquoi l'opération américaine au large du Venezuela dépasse largement le cadre régional, parce que ce qui se passe là-bas envoie un signal clair à toutes les puissances, alliées comme adversaires. Les États-Unis, même sous pression, même dispersés, restent capables d'ouvrir plusieurs fronts stratégiques simultanément. Et ce message ne s'adresse pas seulement à Caracas, il vise aussi Moscou, Pékin, Téhéran et même certains pays européens qui doutent parfois de la constance américaine. En d'autres termes, Southern Spear n'est pas qu'une opération militaire. C'est une démonstration de résilience, une façon de dire « nous ne sommes pas en retrait, nous ne nous replions pas, nous sommes toujours capables de projeter notre puissance là où nous jugeons qu'elle doit l'être ». Ce qui, évidemment, soulève une question. Est-ce une bonne nouvelle ou une source d'inquiétude supplémentaire? Car si les États-Unis peuvent frapper au Venezuela tout en intervenant ailleurs, cela signifie que leur appareil militaire reste extraordinairement flexible, mais cela signifie aussi que, pour Washington, la ligne entre protection intérieure et action extérieure devient de plus en plus floue. En déclarant que le narcotrafic constitue une menace directe pour la sécurité nationale, les États-Unis se donnent une justification presque illimitée pour agir. Et cela ouvre la porte à des scénarios où la lutte contre la drogue, contre le terrorisme ou contre la cybercriminalité devient un prétexte pour intervenir un peu partout dans le monde. On peut y voir une stratégie nécessaire, on peut y voir un glissement dangereux. Mais c'est un fait. Dans ce contexte, le Venezuela se transforme en un laboratoire géopolitique, un espace où les États-Unis testent leur capacité à maintenir la pression sans déclencher une guerre classique, tout en utilisant la technologie, la puissance navale et le renseignement pour créer une sorte de bulle stratégique autour d'un pays, une bulle où chaque mouvement est observé, chaque navire potentiellement intercepté, chaque cargaison surveillée. Une bulle où le régime en place est isolé petit à petit sans qu'une seule botte américaine ne touche le sol. Et c'est peut-être là le cœur de la stratégie, prouver qu'on peut renverser une dynamique politique sans invasion, uniquement par la pression, la présence et le contrôle de l'environnement, une méthode plus subtile, plus moderne et moins coûteuse que les interventions du passé. Mais attention, rien ne garantit que cette méthode fonctionne. Le pouvoir de Maduro repose moins sur sa popularité que sur un appareil militaire, policier et paramilitaire profondément enraciné, un réseau d'intérêts, de loyauté forcée, de privilèges distribués comme des récompenses. Même affaibli, même isolé, un tel système peut résister longtemps et s'il sent que la fin approche, il peut se radicaliser. Fermer les frontières, arrêter des opposants, provoquer des incidents pour rallier la population autour d'un ennemi extérieur, utiliser la panique comme arme politique. Les régimes assiégés ont souvent recours à ce genre de manœuvre et personne ne peut dire si Maduro choisirait la sortie négociée ou la confrontation prolongée. Ce qui complique encore plus les choses, c'est la dimension émotionnelle de ce conflit. Au Venezuela, il y a
une fierté nationale réelle. Même après des années de crise, beaucoup de gens sont fatigués, appauvris, exaspérés. Mais ils ne veulent pas voir leur pays devenir un champ de bataille pour les intérêts étrangers. Et paradoxalement, les frappes américaines en mer pourraient renforcer certaines sensibilités anti-américaines. Même des personnes critiques envers Maduro peuvent se sentir outrées par la présence d'un porte-avions américain à quelques kilomètres de leur côte. C'est le risque classique. En voulant faire tomber un régime, une puissance extérieure peut provoquer un sursaut nationaliste qui soude la population autour du dirigeant qu'elle voulait isoler. L'histoire est pleine de ce genre de retournement inattendu. Mais l'opération en cours n'a pas qu'un impact interne, elle modifie aussi l'équilibre géopolitique en Amérique latine. Plusieurs pays de la région observent la situation avec inquiétude. Certains craignent une déstabilisation régionale, d'autres y voient une opportunité. Les relations entre voisins, les rivalités historiques, les intérêts énergétiques et économiques, tout cela entre en jeu le Brésil, la Colombie, le Mexique, l'Argentine. Chacun calcule ce que signifie l'affaiblissement ou la chute probable de Maduro. Et dans une région où les alliances politiques changent rapidement, l'ombre d'une intervention américaine peut accélérer certaines reconfigurations, créer de nouvelles tensions ou, au contraire, pousser des États à coopérer davantage pour éviter un effet domino. L'Amérique latine n'est jamais une simple toile de fond, elle réagit, s'ajuste, se repositionne. Au-delà des frontières du continent, la tension grandissante des États-Unis pour le Venezuela envoie un autre message au reste du monde. Washington ne se laisse pas absorber par un seul conflit, que ce soit l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique ou désormais l'Amérique latine. Les États-Unis veulent montrer qu'ils peuvent tenir plusieurs fronts simultanément et en montrant cela au monde entier, ils cherchent aussi à rappeler quelque chose d'essentiel. Leur rôle de puissance globale ne dépend pas seulement des budgets militaires ou des alliances, il dépend de la perception, de l'image, de la capacité à prouver encore et encore qu'ils peuvent agir loin de leurs frontières, rapidement, efficacement et sans se laisser impressionner par les critiques. Et c'est précisément cette dimension perceptive qui rend la situation si intéressante, car si l'opération américaine au Venezuela se poursuit, elle risque de redessiner la carte mentale de beaucoup de pays, notamment ceux qui, comme l'Ukraine, comptent sur la présence américaine comme garantie stratégique. Le premier réflexe naturel pourrait être de penser si Washington déplace son attention vers les Caraïbes, cela pourrait affaiblir son soutien ailleurs. Mais en observant ce qui se passe réellement, on comprend que l'objectif est exactement inverse, prouver qu'un engagement dans une zone ne signifie pas l'abandon d'une autre. Pour Washington, c'est presque une démonstration d'endurance politique, une forme de message subliminal envoyé à tous les partenaires. Ne confondez pas redistribution de l'attention médiatique et retrait stratégique. Et dans ce sens, la crise vénézuélienne s'inscrit dans une logique plus large où les États-Unis cherchent à maintenir leur statut de puissance omniprésente, pas toujours avec brio, pas toujours avec cohérence, mais toujours avec détermination. Et même si l'opération Southern Spear n'aboutit pas à un changement immédiat à Caracas, elle aura déjà rempli une partie de son rôle, rappeler au monde que les États-Unis ne sont pas paralysés, qu'ils ne sont pas en repli, qu'ils souhaitent rester les arbitres de l'ordre international, même si cet ordre semble de plus en plus fragile. Ironiquement, c'est peut-être dans cette fragilité même que Washington trouve sa justification pour agir. Si le monde devient instable, mieux vaut montrer que quelqu'un tient encore la barre. Cependant, il y a une autre réalité moins glamour, celle de l'usure, parce qu'à force de lancer des opérations, de multiplier les fronts diplomatiques, d'annoncer des stratégies globales, les États-Unis risquent d'étirer leur influence jusqu'à sa limite. La question qui plane au-dessus de tout cela est simple. Combien de temps une grande puissance peut-elle maintenir ce niveau d'engagement sans fissures internes ? L'Amérique n'est pas un monolithe. Elle est traversée par des tensions politiques profondes, des divisions sociales, des rivalités internes qui affaiblissent sa cohésion. Et chaque crise extérieure exige non seulement de l'argent et des ressources, mais aussi de la volonté politique. Une volonté qui n'est pas inépuisable. Alors, en regardant ce
ce qui se passe au Venezuela, on peut aussi y voir un test non pas de force mais de résistance. Pendant ce temps, Caracas reste suspendu entre deux possibles. D'un côté, une sortie négociée où Maduro accepterait de partir, entraînant une transition contrôlée. De l'autre, un bras de fer prolongé où le régime tente de survivre coûte que coûte, quitte à entraîner le pays dans une spirale encore plus profonde. Dans les rues, les conversations oscillent entre espoir et fatalisme. Certains rêvent d'un renouveau, d'autres craignent que la chute du régime ne libère des forces encore plus dangereuses. Les groupes criminels, les milices armées, les zones d'ombre où l'État n'a plus de contrôle, tous ces éléments pourraient se réveiller brutalement dans un vide du pouvoir. Et c'est sans doute cette perspective qui pousse certains diplomates américains à la prudence. Renverser un dirigeant ne signifie pas sauver un pays. L'histoire l'a démontré à plusieurs reprises. Pour Maduro, tout pourrait basculer très vite. Peut-être qu'il choisira l'exil, préférant un atterrissage en douceur à une chute brutale. Peut-être qu'il tentera de négocier une immunité, un transfert de pouvoir contrôlé, une sortie où il pourrait se présenter comme celui qui a préservé la paix. Ou peut-être qu'il s'accrochera jusqu'au bout, espérant un miracle, un soutien international inattendu ou une fracture dans la stratégie américaine. Dans ce genre de situation, tout est possible jusqu'à la dernière minute. Et parfois, ce sont les événements les plus insignifiants. Une déclaration, une fuite, un coup de pression inattendu qui provoque le point de rupture.